Un gobelet jeté dans une poubelle ou une cigarette abandonnée sur les lieux d'un crime, un vieux T-shirt utilisé pour attacher les mains d'une victime. Ce sont des objets banals qui se sont retrouvés au cœur de la preuve, des éléments béton qui ont permis à des enquêteurs d'arrêter des meurtriers qui pensaient peut-être pendant des décennies avoir commis le crime parfait, mais les avancées de la science sont venues contrecarrer leur plan. Des avancées de la science qui ont permis à des enquêteurs de réanimer des dossiers pour lesquels on croyait jamais avoir de réponse. Ici Valérie Gontier au micro, journaliste au Journal de Montréal. Je suis en compagnie de ma collègue Erika Aubin. Salut Erika. Salut Valérie. Alors, on va présenter aujourd'hui là, le résultat de des semaines de travail sur un dossier qui fascine, les cold cases. Histoire de crime, un balado du journal. Erika Aubin. Salut. Salut. Erika, on a travaillé ensemble depuis des semaines sur des dossiers de meurtres non résolus. Il faudrait expliquer au public pourquoi on a décidé de le faire. Tu sais, c'est vraiment la mode. Il y a multiples balados, true crime. Ça intéresse vraiment les gens. Ça intéresse les gens, mais il y a en ce moment, on sentait que c'était le moment pour le faire. Oui, c'est vraiment dans l'actualité. Là, c'est vraiment comme ça a été florissant dans l'actualité. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a plein de cold cases dans la dernière année, mais même dans les 2-3 dernières années, qui se sont résolus. Exact. On va nommer des noms, OK? Les gens, ça va leur dire de quoi? Valérie Leblanc, Catherine Daviau, Guylaine Potvin, Marie-Chantal Desjardins, Sharon Pryor. Ce sont des dossiers qui ont tous quelque chose en commun. Bien, c'est tous des dossiers qui avaient secoué la province. C'est des meurtres qui ont secoué la province. Meurtres de femmes. Oui, en plus, c'est des meurtres de femmes qui se sont passés à une autre époque et qui avaient jamais été résolus jusqu'à tout dernièrement, grâce, comme on l'a dit, parce que grâce il y a d'autres choses qui les relient, ces dossiers-là. Non seulement ils avaient été non solutionnés, mais en plus de ça, ils ont tous été solutionnés grâce aux avancées de la science. Grâce aux avancées de la science judiciaire. Là. Exact. Puis ce qu'on nous explique, parce qu'on a parlé à plusieurs intervenants pour ce dossier-là, on entre vraiment dans une nouvelle ère en ce moment. Oui, en fait, c'est que les technologies se sont développées dans les dernières années. Ouais. Puis là, au niveau de la science judiciaire, on est en train de surfer sur une vague qui va permettre justement de résoudre... Bon, là, on a une liste d'exemples de cold cases qui ont été résolus, mais qui va permettre d'en résoudre d'autres. Absolument. J'aimerais ça qu'on revienne un peu sur ces dossiers-là, parce que les gens, c'est des noms, nous, c'est parce qu'on les travaille, mais c'est pas tout le monde à qui ça allume des cloches. Valérie Leblanc, on va commencer avec Valérie Leblanc. Fait particulier, j'étais au journal, je venais d'arriver au journal quand c'est arrivé. Une jeune étudiante de 18 ans qui est retrouvée sans vie à la rentrée des classes au cégep, en arrière du cégep de l'Outaouais à Gatineau. C'est toutes des circonstances vraiment absurdes là, de comment son corps a été retrouvé. Son corps, il y avait eu aussi là, des gens là, qui avaient retrouvé le corps puis qui pensaient que c'était un mannequin en plastique et tout. Fait que, tu sais, ça avait vraiment défrayé les manchettes à l'époque, mais depuis 2011, il s'était rien passé. Beaucoup de critiques aussi par rapport au corps de police qui, on croyait, faisait rien. Et là, finalement, 14 ans plus tard, il y a un individu qui a été arrêté. D'ailleurs, on l'a travaillé ensemble cette journée-là quand ça avait été annoncé. Oui, on l'a travaillé ensemble. C'est un homme de 51 ans, Stéphane Rivard, qui a été arrêté pour ce meurtre-là qui n'avait jamais été résolu. Et cet homme-là fait particulier, c'est qu'il n'y a aucun antécédent criminel. Il semble un peu connu des policiers selon ce qui a été dit en conférence. L'entourage était complètement chouquette d'apprendre que cet individu-là a été arrêté. Ouais. Évidemment qu'il va y avoir un processus judiciaire qui va déterminer si lui le coupable, là, mais pour l'instant, à tout le moins, les policiers, quand une personne est arrêtée, considèrent que c'est un dossier qui est solutionné, croit avoir trouvé la personne qui a fait ça. Puis mon collègue est allé sur le terrain à Gatineau, est allé rencontrer, comme tu disais, que les gens étaient complètement sous le choc. Là. Ben, il est allé parler à ses voisins. C'est un homme un peu sans histoire, un homme qui était super, qui aidait ses voisins. Par exemple, un de ses voisins a des problèmes de santé, ben il l'aide à transporter ses sacs. Bref, quelqu'un qui est pas le profil qu'on se fait quand on pense à un meurtrier qui attaque une jeune femme sans histoire
et tout. Donc, vraiment, ça avait vraiment... ça a défrayé les manchettes là, récemment, là, en octobre. Autre dossier, à quelques jours d'intervalle, là, qui a été solutionné, Catherine Daviau. Catherine Daviau, c'est un meurtre qui remonte au 11 décembre 2008. Elle était dans son appartement. Elle a été retrouvée morte. Elle a été agressée. Il y a un incendie qui a été aussi allumé pour camoufler les preuves, on peut penser. Mais... finalement, c'est pas toutes les preuves qui ont pu partir en fumée parce qu'ils ont retrouvé des éléments qui ont pu relier à un individu qui, malheureusement, est décédé là, en prison. Donc, il n'y aura pas de procédure judiciaire là-dedans. Mais les policiers nous affirment que c'est cet individu-là qui s'appelle Jacques Bolduc. Fait particulier, dans le cas de Jacques Bolduc, c'est un individu qui a passé presque toute sa vie adulte en prison. Oui, tout le contraire de notre premier suspect, là, Stéphane Rivard, qui, dans le cas de Jacques Bolduc, a énormément, une longue feuille d'antécédents judiciaires. Oui, exact. Puis finalement, tu sais, les policiers ont pu tout réaliser ça grâce à la généalogie génétique. Ouais. Ce sont des proches, là, c'est un frère là, que je crois qui a donné son ADN pour qu'on puisse, avec certitude... On va en parler plus longuement, de la généalogie. Pour expliquer aux gens là, de quoi il s'agit. On continue avec Guylaine Potvin. Ouais. 19 ans, retrouvée sans vie dans son logement à Jonquière. Finalement, c'est en octobre 2022 que Marc-André Grenon a été arrêté. Puis lui, c'est particulier parce que c'est le dossier patronyme. Oui, ça aussi, on va en parler. Technique, mais Grenon a été, lui, identifié, oui, avec son ADN avec un gobelet, le fameux gobelet laissé dans les poubelles dont je parlais en début d'épisode. C'est lui. Il est allé au cinéma. Puis, on pourra en reparler tantôt. Là, puis on a repris son gobelet dans lequel il a bu pour pouvoir confirmer son identité. Mais Grenon a été dans la mire des policiers à cause de son nom de famille. Oui, c'est ça, mais on va vraiment rentrer dans les détails quand je vais expliquer c'est quoi patronyme précisément. Dans quelques instants. On va parler aussi de Marie-Chantal Desjardins. Ça, c'est vraiment... trash. Oui, parce que c'est vraiment c'était une enfant de 10 ans qui a été tuée par Réal Courtemanche. Ça s'est terminé, là, les procédures judiciaires là-dedans se sont terminées la semaine passée. Récemment, là, au moment où on enregistre, on est en novembre 2025. C'est d'ailleurs toi qui as couvert la sentence de Réal Courtemanche qui a été condamné à la prison à vie, évidemment, mais sans possibilité de libération avant 25 ans, alors qu'il le reconnu un meurtre au 2e degré, de ce que je comprends, alors que... Il a été déclaré coupable d'un meurtre au 2e degré. Lui, dans le fond, il avait laissé son ADN, puis il n'a pas été identifié 30 ans plus tard. Donc, c'est vraiment... tu sais, parce que c'est arrivé en 1994, puis c'est arrivé dans une période où il y avait énormément d'enfants ou de jeunes filles qui mouraient énormément. Là. Il n'y en avait pas des dizaines, mais quand même, là, il y avait eu beaucoup de cas qui avaient vraiment similaires sur la Rive-Nord. Ouais, c'était vraiment dans le même secteur. Des histoires qui faisaient un peu paniquer. Et là, je te ramène plus loin, là. 50 ans plus loin. En 1975. 1975, Sharon Pryor, qui est une adolescente de 16 ans qui s'en allait rejoindre des amis, qui s'est jamais rendue parce qu'elle a eu le malheur de tomber sur un individu qui l'a tué, finalement. Sharon, c'est un cas dont tu as entendu parler quand tu es allé visiter le laboratoire de sciences judiciaires. Oui, parce que lui, le suspect a été identifié. C'est un Américain aussi, là, qui était à Montréal, évidemment, à ce moment-là. Il a été identifié vraiment grâce aux avancées technologiques, mais grâce à 2 avancées technologiques différentes. Fait qu'on va entrer en détail quand je vais les raconter. C'était surtout le premier cas au Québec où on a utilisé comme une technique qu'on va décrire. Individu qui, lui aussi, est décédé. Quelques années après avoir commis le meurtre, mais les policiers ont été capables d'aller confirmer son identité en exhumant son corps aux États-Unis. Tu sais, est-ce un film qu'on regarde en ce moment? Ça non, c'est la réalité. Aussi à quel point il n'hésite pas sur les moyens pour vraiment résoudre ces enquêtes-là. Absolument, absolument. Donc, essentiellement, c'est des cas qu'on voulait juste vous présenter parce que c'est ces cas-là que, en regardant, évidemment, qu'on suit l'actualité, on est journaliste, puis en discutant avec l'équipe, on se disait, en ce moment, on n'a jamais vu autant de crimes non résolus être solutionnés. Et c'est quand même incroyable parce qu'il y en a vraiment plusieurs autres qui pourraient l'être éventuellement. Dans nos recherches, nous
j'aimerais ça qu'on explique aux gens comment on part avec ça. Parce qu'on peut faire des crimes non résolus. Il y a évidemment des familles qui ont été plus vocales, qui sont sorties, dont les histoires ont été plus étayées dans les médias, dans les derniers temps. Nous, ce qu'on voulait, c'était quand même essayer de donner une voix à des gens qui avaient peut-être moins eu la parole. Là. Parce que là, on parle des crimes qui ont été solutionnés, mais ça en est 5 parmi tant d'autres. Et il en reste énormément. Ouais, moi, j'ai fait le saut à savoir combien il en reste. Quand on a fait le calcul, en fait, c'est que j'ai rencontré un enquêteur de la Sûreté du Québec qui me dit qu'il y a plus de 800 dossiers de meurtres non résolus dans leur carton. Juste à la Sûreté du Québec. Oui. Service de police de la Ville de Montréal m'ont confirmé par courriel qu'ils ont environ 800 dossiers de meurtres non résolus. Puis là, tu as d'autres corps policiers. D'autres corps de police. À Longueuil, on me dit qu'il y en a une quarantaine. Laval, on n'a pas tous les chiffres là, de Laval, Gatineau, Québec. Donc, on est quasiment à 2000 meurtres non résolus au Québec. Fait que c'est vraiment pour ça qu'on s'était intéressé à ces cas-là, aller voir les familles de ces gens-là. 2000! Qui sont ces gens qui ont été tués puis qu'on n'a jamais résolu leur meurtre. Absolument! Puis tu sais, là-dedans, évidemment qu'il faut se dire qu'il y a des... Bon, c'est sûr que les gangs criminalisés en font gonfler ces chiffres-là parce que, tu sais, c'est des meurtres qui se passent très rapidement avec un modus operandi entre gens criminalisés. Ouais. Nous, on s'est quand même plus intéressé aux familles, là, les cas de personnes, Madame Tout-le-Monde, Monsieur, Madame Tout-le-Monde. Des gens un peu sans histoire. Exact. Là, des victimes innocentes. Oui, absolument, absolument. Ouais. Donc, on a vraiment, au sens très propre, dépoussiéré des archives parce qu'on s'est retrouvé dans les archives du Journal de Montréal, ce qui est une expérience en soi, je vous le confirme. Parce que ces gens-là, par exemple, certains cas, les gens ont été tués à une autre époque complètement. Puis on est allé fouiller physiquement là, au Journal de Montréal. On a les archives de tous les journaux qui ont été produits. Puis c'est toujours facile. Moi, j'adore rentrer dans cette pièce-là. C'est une énorme pièce avec des boîtes remplies de photos, d'articles. Donc, quand on cherchait un cas, on allait voir les photos qui ont été prises. Puis c'est vraiment des photos qu'on trouve, tu sais, sont là physiquement. Des photos qu'on peut peut-être se douter qui ont été comme développées dans une chambre noire ou de qualité parfois douteuse aussi, parce qu'avant, c'était pas des caméras numériques, on pouvait pas vérifier ce qui est bon de ma photo. Non, on pouvait pas la reprendre nécessairement. Puis si l'écran est sale, l'objectif, tant pis. Là. Exact, c'est ça. Donc, tu sais, on a vraiment pu voir des coupures de journaux de l'époque. On a pu lire ce qui s'écrivait à l'époque. Puis, on est tombé un peu en bas de notre chaise. On est tombé en bas de notre chaise, tu sais. Puis, ce qui est le cas à chaque fois qu'on consulte des archives, puis, tu sais, on le dit un peu avec... En rigolant, mais c'était une autre époque. C'était vraiment une autre époque où on faisait des suppositions. Aujourd'hui, ce qu'on va écrire, on va l'écrire parce que c'est vérifié ou parce que ça nous a été dit ou parce que... Mais eux, il y avait un cas là, d'une personne qui était racisée, puis on disait soit... latina ou... La victime a un teint basané, soit qu'elle est arabe ou latina, alors que c'était pas le cas pas du tout. Ouais. Donc, c'est des trucs aujourd'hui, on verrait pas, mais qui font un peu sourire. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler avec une famille que j'ai rencontrée où il y avait comme... Tu sais, il y a des photos aussi... qu'aujourd'hui, on ne publierait jamais. C'est ça, j'allais dire. La chose, je pense, qui nous a le plus surpris, c'est les photos sur lesquelles on est tombé en fouillant les archives. Des photos de corps. Nus, parfois, dans des positions complètement dégradantes. La photo a été prise à côté des enquêteurs. Il n'y a pas de scène de crime aujourd'hui. Des fois, on a de la misère à s'approcher à des centaines de mètres. On n'a aucune photo de scène. Puis quand on parle de photos de scène aujourd'hui, c'est juste avoir... des petites sirènes, là, des autopatrouilles avec un petit cordon, puis on met ça, ça représente un peu la scène. Mais donc, pour avoir parlé des fois à des collègues plus expérimentés, pour ne pas dire âgés, qui nous racontent un peu comment ça se passait, les photographes à l'époque étaient en contact direct avec les coroners, avec la morgue, avec les enquêteurs. Ça s'est déjà vu qu'un enquêteur arrive sur les lieux, qu'un photographe arrive sur les lieux et l'enquêteur fait juste lever la bâche là, pour qu'il puisse prendre le corps. C'est atroce, on verrait jamais ça aujourd'hui. Verrait pas ça, on publierait surtout jamais ça. Et tant mieux, t'as raison. Donc ça, c'était petite anecdote. Il y a le fait aussi, moi je suis restée surprise que dans les articles à l'époque, on nommait le nom des enquêteurs. Absolument. Alors qu'aujourd'hui, on peut même pas, nous, en tant que journalistes, leur parler directement. Les corps de police déploient des mesures
hallucinantes pour s'assurer qu'on ne soit jamais en contact avec des enquêteurs, qu'on ne soit jamais, tu sais, qu'il n'y ait pas de conversation. Il y a vraiment un service des communications qui est entre nous journalistes et l'enquêteur. Qui est une clôture blindée entre les enquêtes et les journalistes. Donc, c'est ça c'était quand même cocasse de lire ça, tu sais. Mais après, c'était des gens aussi qui prenaient leur travail au sérieux selon les moyens qu'ils avaient. Ouais. Ça, je veux qu'on en parle parce qu'il y a énormément de crimes qui seront jamais solutionnés pour X raisons parce que il y a des éléments, Erika, qui ont été détruits. Mm-hmm. Parce qu'à l'époque, l'ADN, hein, c'était pas quelque chose qui... C'était pas quelque chose qu'on savait qu'il était possible qu'on allait utiliser un jour. Aussi, là, quand on parle de à l'époque, comment ça se passait, là, on voit sur les photos que y a un tapon de monde autour de la scène de crime qui peuvent évidemment tout contaminer les éléments de preuve. On a vu ça sur les photos. On a vu, là, il y a une photo d'un quintuple meurtre à Saint-Bruno qui est survenu. Il y a une photo où il y a un bungalow où le meurtre a été... commis, puis les gens là sont sur le gazon, dans l'entrée, tu sais, où il y aurait les traces de pneus, où il y aurait des traces de chaussures que les enquêteurs vont prélever normalement. Il y a des gens, on voit des gens sur les photos de même dans la fenêtre là, qui regardent là, pour voir qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Puis comme je disais tantôt, alors qu'aujourd'hui, on est rendu avec des périmètres de sécurité, genre des fois de centaines de mètres. Absolument. On m'a déjà raconté aussi des enquêteurs qui fumaient sur la scène de crime, laissent leur mégot de cigarette à côté du corps. Donc, tu sais, évidemment que si aujourd'hui ils trouvent un mégot de cigarette, ça pourrait être l'ADN d'un enquêteur qui est retrouvé. C'était pas quelque chose qu'on faisait attention. Malheureusement, ça fait en sorte que il y a des crimes qui seront peut-être jamais résolus à cause de ça parce que c'était les moyens de l'époque. Puis quand j'en parle aux policiers dans mes entrevues, tu sais, c'est dommage, mais c'était ça à l'époque. Puis aujourd'hui, les policiers font un effort pour faire des choses qui vont aider les policiers, les enquêteurs de demain. Là. Mais c'est difficile parce que la science, tu sais, puis on va y arriver, sur cet aspect-là, a tellement changé seulement dans les 5 dernières années. Donc, imagine dans les 20 dernières années, ça va être quoi? C'est un peu de là que ça part, là, tout notre dossier qu'on prépare. C'est de savoir c'est quoi les avancées, c'est quoi les nouvelles technologies dans le domaine de la science judiciaire qui nous permettent aujourd'hui d'élucider un cold case, ce qui n'était pas possible, mettons, avant, parce que là, justement, on utilise l'ADN plus que jamais pour vraiment résoudre ces meurtres. Puis là, j'aimerais ça qu'on embarque vraiment dans le vif du sujet parce que tu es allé rencontrer le laboratoire, tu as parlé à un expert qui, lui, a été plus que jamais mis à contribution dans la résolution de meurtre. Puis j'aimerais ça que tu nous racontes comment ça se passe. Là, moi, j'ai un cold case, je suis enquêteur, et je me dis, pour une raison X, Y, Z, des fois, c'est un renseignement, des fois, ou c'est peut-être le labo qui fait part d'une nouvelle technologie. Comment ça fonctionne? Bien, c'est ça. Je suis allée rencontrer Nicolas Tremblay, qui est biologiste judiciaire au Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale. C'est bien de l'écrire parce oui, il a fallu que je l'écrive parce que c'est un long nom. Mais c'est notre laboratoire, dans le fond, public au Québec, là, qui s'occupe vraiment de faire tout ce qui est test d'ADN. Qui est impliqué dans presque tous les meurtres, là, dans tous les procès qu'on a couverts au tribunal. Il y avait souvent un pathologiste ou un expert en biologie. Quand il y a du sang, quand il y a des projections de sang, quand il y a des empreintes, ils vont venir comme dans une scène de crime, ils vont tout boucler. Là, ils vont s'habiller là, avec leur petite combinaison en blanc, là, comme on voit dans les films ou sur des images. Puis ils vont vraiment comme... Il y a une tasse, là, puis ils vont venir la mettre dans un sac scellé. Puis là, ils vont venir voir, y a-t-il des empreintes digitales dessus? Est-ce qu'il y a de l'ADN parce que quelqu'un a bu? Et tout. Donc, ça permet de mettre des suspects sur une scène. Oui. Puis c'est ça qu'on s'est intéressé à, comment on élucide un meurtre avec de l'ADN. Je vais essayer d'y aller vraiment étape par étape. Raconte-nous-le comme tu l'as compris. Là. Évidemment, on n'est pas ni une ni l'autre scientifique. Non, je ne vais pas rentrer dans les grands détails, évidemment. C'est quand même intéressant que le public comprenne en quoi la science
aide les enquêteurs à ce point? Ça permet de faire avancer, c'est ça, aujourd'hui, des dossiers. Fait que, comme tu disais, c'est soit la police qui va voir le laboratoire puis qui dit, bon, j'aimerais ça qu'on refasse des tests dans X dossiers, qu'on refasse les analyses, ou ça va être le laboratoire qui partage aussi avec les services policiers au Québec c'est quoi leur nouvelle technologie, puis qui vont, après ça, cibler des dossiers où, ici, ça pourrait s'appliquer, ici, non, tu sais, bref, cibler des dossiers qui pourraient être réouverts. Fait que la première étape, c'est simplement de faire une revue des pièces à conviction qui est disponible dans le dossier. Puis ça, c'est vraiment ce que le biologiste Nicolas Tremblay me disait, c'est vraiment fascinant parce que c'est comme rouvrir une capsule un peu temporelle. Ouais. Là, on parle de meurtres qui se sont passés dans les années 1975. Imagine les pièces à conviction qui peuvent se trouver dans la petite boîte là, qui est apportée, vraiment, qui est apportée au laboratoire. Écoute, il a trouvé des vieux billets de métro, des vieux logos avec, je sais pas, un chandail avec un vieux logo des Canadiens, des objets aussi de la vie quotidienne qu'on voit plus du tout. Bien, c'est là-dessus qu'il va y avoir, par exemple, les analyses, qu'il va y avoir des prélèvements pour voir, est-ce qu'on est capable de trouver de l'ADN. Oui. Après ça, bon, on fait la revue du dossier. Après ça, on fait ou on refait les tests d'analyse d'ADN. Dans le fond, dans certains dossiers qui datent de vraiment à une autre époque, c'est que on savait pas, on n'utilisait pas l'ADN. Par exemple, dans les années 1970, même 1990, on avait de l'ADN, mais on ne pouvait pas nécessairement l'analyser. Fait que des fois, dans certains dossiers, bien, les premiers tests n'ont jamais été faits, tout simplement. Absolument. Sinon, dans d'autres tests, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a des fois où il faut une quantité importante de sang ou une empreinte vraiment précise, alors que maintenant, ça prend plus grand-chose. C'est ça, c'est que des fois, des fois, ils n'ont jamais été faits. On les fait, les premières analyses, mais des fois, on les refait à nouveau, simplement parce que avant, ça prenait, là, par exemple, pour trouver de l'ADN, ça prenait, genre, quasiment une cuillère de sang ou, vraiment une tache de sang visible. Ce qui est beaucoup, là, quand même. Ce qui est énorme, pour pouvoir prélever, là, de l'ADN. Mais maintenant, on peut prélever ça sur, par exemple, je frotte ma main sur mon chandail, ben je vais laisser une trace d'ADN, puis on est rendu capable de faire des prélèvements là-dessus. Fait que, tu sais, les outils se sont développés, puis sont vraiment plus sensibles aujourd'hui. Mais on parle d'ADN. Combien de temps ça se conserve de l'ADN? Bien, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de date de péremption, il n'y a pas de meilleur avant là, pour de l'ADN. Okay. Fait que ça se conserve indéfiniment. Tant que c'est bien conservé, là, évidemment. Oui, c'est ça. Il y a des conditions dans lesquelles ça doit être conservé. Il faut que ça soit quand même au sec, parce que l'humidité, ben, tu sais, ça prolifère les bactéries, la moisissure, tout ça. Fait que la lumière, sûrement. La lumière, les rayons de soleil, au sec, dans le froid. Les labos, aussi. Pour avoir déjà visité, moi aussi, le labo, c'est incroyable, là. Tu sais, c'est des frigos, puis toutes sortes de façons de conserver ça, là, à la bonne façon. Puis ça, ben, c'est quand les éléments de preuve n'ont pas été jetés, là. En effet, c'est quand même hallucinant de voir. Il y a un cas là, d'une femme à qui j'ai parlé, là, le cordon qui aurait servi à tuer la victime, semble-t-il, on s'en serait débarrassé à un moment donné au cours de l'enquête en faisant du ménage. Parce qu'on ne pouvait pas se douter que ce fameux cordon-là allait être un jour essentiel. Oui, c'est dommage. C'est un peu mind-blown, là, comme, c'est ça, comme on a la tête qui explose quand on pense à ça, mais en même temps, c'était l'époque, c'était comme ça que ça fonctionnait. Comme tu disais, je pense que maintenant, les enquêteurs sont beaucoup plus sensibles au fait que plus tard, il va encore avoir d'autres avancées technologiques, mais si on recule en 1970, on ne pouvait peut-être pas se douter. Donc, quand on fait les tests d'ADN, les premières analyses, le but, c'est d'obtenir un profil génétique qui est valide pour comparaison. Si on n'a pas ça, si on n'est pas capable d'obtenir un profil génétique, ben le travail du laboratoire, il s'arrête ici, et là, malheureusement. C'est les enquêteurs qui entrent en jeu. Oui, puis là, les enquêteurs, ben, ils vont devoir s'y prendre autrement pour résoudre ce crime-là. Il y a différentes techniques. Tu sais, des fois, ils peuvent savoir que c'est un suspect X. Tu sais, c'est parce que, c'est ça, Erika, les enquêteurs, là, ce qu'ils m'ont raconté, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de dossiers où ils disent, on sait c'est qui. On sait c'est qui, là. On n'est juste pas capable On n'a juste pas les éléments de preuve. Donc, pour que ce dossier-là soit un jour connaisse une finalité heureuse, bien, il va falloir que
on retrouve un élément ou que quelqu'un parle. Ouais. Ça, c'est vraiment fâchant pour des familles. Parce qu'on le sait, il faut que ça soit comme une preuve un peu hors de tout doute. Absolument, pour faire passer le test des tribunaux. Une fois qu'on a accusé quelqu'un, puis que, par exemple, on n'avait pas assez de preuves contre lui, puis que finalement, ça tombe, il y a un verdict d'acquittement, mais too late, là, c'est trop tard. On ne peut pas être accusé 2 fois pour le même crime. Oui, fait qu'il faut vraiment être sûr de notre affaire quand on y va, quand on accuse. Et c'est pour cette raison-là, en effet, c'est vrai, moi aussi, j'ai été surprise de, quand tu m'as raconté ça, à quel point les enquêteurs, il y a beaucoup de dossiers qui savent c'est qui. Oui. Ils ont un suspect. On me le disait, là. Ouais. Ça, là, on sait c'est qui. Mais malheureusement, on n'a pas ce qu'il faut pour l'instant. Bon, il y a différentes techniques qui peuvent être faites. Hein. Il y a des techniques plus dites traditionnelles ou exceptionnelles, comme, mettons, un Mr. Big, hein, les fameuses opérations Mr. Big. Ça, c'est... Puis il y en a eu un récemment. Mais c'est ça, j'allais dire, il y a un cas, là, que, on parlait des Louis cas Valentine. Il y en a un qui c'est ça. Possiblement que les enquêteurs savaient c'était qui l'avait commis, ce meurtre-là. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont monté une opération d'infiltration vraiment particulière. J'en ai parlé dans un autre épisode du balado sur le cas Joleil Campo. Joleil Campo, j'ai comme eu un petit flou dans ma tête. Joleil Campo, pourtant, je l'ai tellement couvert, ce cas-là, qui est une petite fille qui a été tuée en 1995 et que le meurtrier a été arrêté 16 ans plus tard. Éric Daudelin, lui, avait été pris dans une opération Mr. Big. Dans le fond, ils font une fausse... Souvent, là, c'est une fausse organisation criminelle qui l'attire puis qui prennent un peu... Utilise l'appât du gain, là, la personne a fait des petites jobines vraiment niaiseuses, faciles, puis elle va avoir plein d'argent, là, elle va gagner de l'argent facilement en faisant pas grand-chose, mais il va avoir surtout le sentiment d'appartenance. Ouais. Je fais partie d'un gang, il m'aime, on me valorise et tout, puis on en vient à gagner sa confiance et là, lui dire « T'as-tu des squelettes dans ton placard? » C'est ça, qu'est-ce qu'on veut ultimement, c'est des aveux. Ce qu'on veut ultimement, c'est pas lui donner de l'argent, c'est obtenir des aveux. Ouais. Et c'est ce qu'il avait réussi à faire. On sait pas comment ça s'est tramé exactement là, dans le cas, parce que c'est judiciarisé encore, celui de Louis Valentine. Je sais pas si tu vas en parler un peu. Louis Valentine, c'est quelqu'un qui... C'est un homme qui avait gagné, c'est un homme de Laval qui avait gagné un bon montant d'argent, là, un gros lot, là, dans le fond, puis qui a été tué par après. Sa disparition avait été signalée par sa famille comme quelques mois plus tard, quand même. Et finalement, bon, c'est ça, on a appris que c'était un meurtre, mais pendant des années, ça demeure... non résolu. Ouais. Et finalement, il y a une femme, Aline Girard, qui s'est fait arrêter dernièrement, dans les dernières semaines. Elle a été... tout ça s'est passé avant que le corps soit retrouvé. Ouais. Et les enquêteurs, je fais une petite parenthèse ici, me disent, il y a des disparitions qui sont considérées comme des meurtres et c'est vraiment pas évident. Parce que quand t'as pas de corps... C'est pas facile. C'est pas facile. T'as pas Sauf d'ADN, que, de ce qu'on comprend, ils ont fini par obtenir où a été placé le corps et il y a eu comme... On a des photos de ça là, vraiment hallucinantes, là, de prise de vue de haut, d'une cour arrière, d'une petite maison de quartier. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la maison n'appartenait plus à la suspecte. Donc, il y a des gens qui habitaient là. On vient fouiller votre cour, on vient creuser, voir creuser s'il n'y a pas un corps. Ouais. On en rit, là, c'est vraiment pas drôle, mais ça reste quand même des trucs un peu... c'est cocasse ou c'est particulier à tout le moins. Oui, mais ça, c'est quand les policiers, doivent s'y prendre d'une autre façon pour résoudre l'enquête. Mais si on revient comme à nos techniques d'ADN en tant que tel. Donc là, j'ai expliqué qu'on a fait des analyses. On a un profil génétique, mais ce profil génétique-là, il est inconnu. Fait que qu'est-ce qu'on veut? Ben, c'est de le matcher à quelqu'un, savoir il appartient à qui. Fait que la première étape au laboratoire, c'est qu'on va le verser dans la Banque nationale de données génétiques, qui est une banque gérée par la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, avec l'espoir d'obtenir un match. Donc là-dedans, tu as l'ADN de tous ce qu'on appelle le fichier des condamnés. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand quelqu'un est condamné pour un crime très grave, il y a une ordonnance là, par la Cour qui l'oblige à remettre son ADN et c'est dans cette banque-là que son ADN va se retrouver. Ouais. Comme ça, si plus tard, il sort de prison ou s'il a commis d'autres crimes, ça va permettre aux policiers, aux autorités de relier cet ADN-là à...
une scène de crime. Oui, souvent, on voit une gradation. La personne peut avoir... on peut avoir son ADN parce qu'elle a commis, par exemple, une agression sexuelle là, une couple d'années, puis plus tard, un meurtre, puis là, on met dans le fichier... on met l'ADN qu'on a du meurtre dans le fichier des condamnés, puis bon, il y a un match, ça sonne, puis voilà, on trouve la personne de cette façon-là. Il y a aussi le fichier criminalistique qui est, dans le fond, à chaque fois qu'on retrouve de l'ADN sur une scène de crime ou sur des pièces à conviction, on verse... le profil génétique est versé dans ce fichier, cette espèce de gros fichier-là. C'est pas nécessairement des profils, on ne sait pas nécessairement à qui ils appartiennent, mais ça permet, après ça, de faire des liens entre certains crimes. Oui. Ça permet aux enquêteurs, simplement, d'avoir des pistes d'enquête. Oui, bien, tu sais, c'est que, par exemple, si on a un meurtre, puis on a un profil sur la scène, puis qu'on a un crime, une tentative de meurtre ou autre crime, on a le même profil, bien, peut-être que la tentative va être plus facile à peut-être qu'on avait un suspect dans celui-là versus ça. Dans l'autre, on n'en avait pas du tout. J'aimerais ça qu'on revienne sur le dossier de Catherine Daviau. Oui. Parce que Catherine Daviau, l'individu qu'on identifie comme le meurtrier, le Jacques Bolduc, c'est un individu qui a été hautement criminalisé. Là, on se demande tous, mais pourquoi il n'était pas dans le fichier des condamnés? Il n'était pas fiché. Parce que Catherine Daviau, les enquêteurs étaient sortis il y a quelques années de ça, un peu moins de 10 ans, en disant, on a un profil. On a le profil d'un suspect qu'on ne connaît pas. Okay. Il a laissé son ADN sur la scène de crime. Mais là, le gars, ça fait des années qu'il est en prison. Fait qu'on sait tous, nous, en tant que journalistes, quand on a vu ça, la première question qu'on s'est demandé, c'est pourquoi il n'était pas au fichier des condamnés. Absolument. Puis la réponse... On ne sait pas. En fait, c'est parce que les crimes étaient... Il y avait énormément de crimes. Moi, c'est drôle parce que c'est drôle de faire ces petits... Ça montre à quel point ça fait longtemps que je suis au journal quand... Il y a quelqu'un qui est accusé, puis je suis comme, hey, j'ai déjà écrit sur lui, tu sais. Puis c'est mes collègues, cette journée-là. Moi, je travaillais sur d'autres choses la journée où l'histoire de Catherine Daviau est ressortie dans les médias. Ouais. Puis mes collègues ont dit, hey Val, t'as écrit sur Jacques Bolduc. Pardon. Donc, moi, je m'en souvenais plus. Puis, j'ai été relire ce que j'avais fait, puis c'était pour parler comment est-ce que cet individu-là avait accumulé des peines et des peines, a passé tellement de temps, était dangereux, c'est un irréductible, tu sais, vraiment. Puis récupérable. Donc, lui, en 2008, il a causé, il a fait un meurtre. Puis, il n'a jamais été ébranlé de ça par les policiers, jamais été comme talonné parce que les policiers ne savaient pas que c'était lui. Puis, il s'en allait prendre son ADN parce qu'il avait commis un crime qui nécessitait. Mais là, il y a eu la COVID. C'est ça qu'on a compris, oui, c'est que ça. Normalement, il aurait dû avoir... c'est ça qu'on recueille son ADN, on le met simplement dans le fichier des condamnés. Ouais. Mais la pandémie... Écoute, il y a peut-être des retards, il y a peut-être des gens qui... La pandémie, c'est l'explication qu'on nous a donnée qui fait que, on l'avait pas, son ADN. Heureusement, on est en 2025, puis presque 2026, puis c'est fait. Au moins, la famille peut boucler la boucle. Mais c'est là que ça devient intéressant. Ça, c'est des choses qui existaient comme déjà. Bon, il y a certaines avancées, par exemple, comme je disais, dans les outils pour analyser l'ADN. Mais là, on tombe vraiment dans les avancées de la technologie, des choses que c'est vraiment dans les dernières années, c'est des nouvelles technologies qui n'existaient pas puis ou qui étaient très, très, très peu utilisées, pas démocratisées du tout, puis qui permettent maintenant de résoudre des crimes. D'abord, on a patronyme. Patronyme. Qu'est-ce que ça veut rien dire. Honnêtement, les gens ne comprennent pas, mais pourtant, quand tu comprends, ça veut tout dire. Le nom veut tout dire. Oui, c'est vraiment une banque qui est unique, qui a été mise sur pied par le laboratoire. Moi, c'est Erika, je ne le savais pas. Ouais. Je suis vraiment impressionnée, sincèrement. Là. Mm-hmm. C'est une banque qui, au Québec, permet de répertorier des noms de familles. Dans le fond, le laboratoire a comme relié des profils génétiques de chromosomes Y, fait que des profils génétiques masculins, à des noms de famille. Puis, c'est vraiment, comme je disais, c'est un projet unique qu'eux ont mis sur pied. On est les premiers au Canada à avoir ça et peut-être même en Amérique du Nord. Là, évidemment, il y a d'autres laboratoires qui s'y intéressent en ce moment. Mais c'est ça, on est les premiers là-dedans. Fait que...
Puis c'est vraiment, ils ont choisi évidemment, tu sais, là-dedans des noms de famille canadiens, français, parce que c'est ça un peu la masse critique de population, là. Les noms de famille dans notre société souvent se transmettent de père en fils. Ouais. Donc c'est pour ça que ça a été rendu possible. C'est ça qui est quand même drôle aussi, parce que ça fait très... c'est à cause de nos on est une société dite catholique. Là, on a nos origines. Nos origines, on a tous presque eu une éducation à ce niveau-là. Puis, ben, au niveau des habitudes ou des mœurs ou... là, c'est la population, la masse critique, évidemment. La masse critique mais... qui donne le nom de famille quand il y a un enfant mais, du père. Donc... Ce que le biologiste me disait, c'est que, par exemple, en Corée du Sud, ça pourrait pas fonctionner une banque de même parce que les noms de famille se transmettent pas du tout de la même façon versus ici. Évidemment, ça a ses limites. Hein. Si, par exemple, c'est finalement la mère qui a donné le nom de famille à son garçon, ben ça fonctionne pas aussi. Il y a un adultère, par exemple, parce que là, ça vient fausser l'ADN. Il y a des limites, mais ça permet quand même vraiment des pistes d'enquête. Donc, eux, ils fouillent dans leur profil là-dedans et ça permet pas de trouver c'est qui le profil génétique à qui il appartient, mais ça permet de le relier à un nom de famille. Donne l'exemple de Sharon Pryor. Je trouve que c'est très clair. En fait, je donnerais l'exemple plus de Marc-André Grenon qui, c'est ça, je pense que c'est le cas le plus clair là-dedans. Patronyme. Oui, c'est ça. Ça a été comme un des premiers où patronyme a été comme raconté pendant le procès comment ça fonctionne. Fait qu'on c'est ça, on a connu ça à ce moment-là. Le laboratoire l'utilisait en tant que tel, mais nous, on connaissait pas ça. Donc, le laboratoire fait ses analyses et ils mettent le profil génétique, c'est ça, du suspect là-dedans, puis ils trouvent le nom de famille Grenon. Ça sort, ça veut dire le suspect... C'est ça son nom. C'est probablement ça son nom. Dans ce temps-là, ce que tu fais quand tu es un enquêteur, c'est que tu retournes dans ta liste de témoins d'époque. C'est ça. C'est que là, les enquêteurs, il y avait une centaine de suspects là, sur une longue liste là, qui, tu sais, par où commencer. Mais là, t'en as un là-dedans qui porte le nom de Marc-André Grenon. Fait que ça permet aux enquêteurs de se concentrer sur ce nom-là. Et là, c'est là que tu sors ta petite boîte à outils de techniques d'enquête traditionnelles. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on a réussi à les confirmer que Marc-André Grenon était bel et bien la personne qui était sur les lieux du crime de Guylaine Potvin parce que le fameux gobelet dont là, je vous ai parlé plus tôt. Parce que là, on a un nom de famille, on a un suspect, mais encore faut-il prouver... Ça passe pas le test des tribunaux, ça. Pas du tout. Exact. Encore faut-il prouver que c'est bel et bien lui, tu sais. Ouais. Donc, les enquêteurs vont chercher des mandats des mandats pour récupérer, c'est ça, comme on dit, depuis le début, son verre. Son verre. C'est vraiment digne d'un film, là, ce scénario-là. On verrait cette scène-là dans un film, on ferait comme, franchement, c'est too much. Mais non, c'est vraiment ça qui est arrivé, honnêtement. Donc, Marc-André Grenon se pointe au cinéma. Belle soirée. Se prend une liqueur ou un breuvage. Et lui, il le sait pas, là, mais assis à côté de lui. Le banc à côté, hein? Ouais. Le banc à côté de lui, c'est un enquêteur qui ne regarde pas et n'apprécie pas le film comme lui peut l'apprécier parce qu'il a une mission, ne pas lâcher des yeux le gobelet. Ça, j'allais dire, lui, il surveille le gobelet parce qu'il faut qu'il récupère à la fin. Qu'il récupère son gobelet. Récupère. Donc, le film fini, Marc-André Grenon est parti avec ses petits déchets. Se débarrasse de son gobelet et... l'enquêteur en arrière... Oui, immédiatement récupère ça. Ouais. Donc là, on retourne au laboratoire. Qui prouve qu'il n'y a pas... c'est pas le gobelet de quelqu'un d'autre qu'on a pris, que c'est pas un accompagnateur qui a bu dans le Pepsi à place. Non, parce qu'il était seul. On l'a regardé comme pendant tout le film. Absolument. Donc, on retourne au laboratoire, puis là, on refait les analyses du début dont on parlait, mais on a son ADN, puis on sait que c'est son gobelet qui lui appartient. Donc, voilà, on a un match et ça permet... Évidemment, il y a d'autres preuves là, autour de ça. Là. Oui. Il y a plein d'autres preuves. Là, mais c'est un procès qui a duré quand même longtemps. Mais qui a fonctionné. Oui, qui a fonctionné. C'est un des premiers cas, comme je disais, que grâce à patronyme qui a été élucidé puis qu'on a pu vraiment apprendre les dessous là, de cette nouvelle banque-là qui a été mise comme sur pied par le labo. L'autre technique qu'on parle beaucoup, c'est la généalogie génétique.
Oui, dans les dernières années, là, les plateformes, les sites web là, Les gens ont voulu faire leur arbre généalogique personnel. Ouais. Ça, c'est vraiment... c'est devenu super populaire, surtout aux États-Unis. Dans le fond, les gens versent leur ADN là-dedans. Puis eux, leur but, c'est juste de trouver c'est quoi leurs origines, c'est qui leurs ancêtres, est-ce qu'ils ont des origines françaises ou écossaises, des trucs comme ça. Qui était super complexe à faire, là, qui nécessitait comme un travail là, de dépoussiérage avant. Mais là, maintenant... Grâce à ces banques-là, c'est vraiment plus facile. Puis c'est assez simple, c'est qu'on prend un profil génétique puis on le compare à ceux qu'on retrouve dans des plateformes comme ça, qui sont des plateformes généalogiques publiques. Ouais. Et on essaie de trouver, encore là, on ne va pas identifier le suspect, à moins qu'il ait déjà versé son ADN dans la banque sur la plateforme Ancestry, par exemple. Ouais. Ce qui serait surprenant quand même, là, un suspect de meurtre qui verse son ADN. Oui, c'est lui-même. Je pense c'est ça, il va se retrouver dans la chronique des dumb criminals qu'on fait à la fin de l'année au journal. Ça permet, par exemple, d'identifier des ancêtres ou des proches à cette personne-là, par exemple, un troisième cousin ou un parent, un cousin plus proche, bref, d'avoir une espèce d'arbre généalogique de ce suspect-là. Puis le premier cas qui a été élucidé grâce à cette technique-là, c'est le Golden State Killer aux États-Unis. En fond, lui, c'est un criminel américain qui est un ancien policier qui a commis là, une quinzaine de meurtres dans les années 1970-1980. Des meurtres, des viols, des cambriolages. C'était vraiment un tueur en série, là, comme on les appelle. Et en 2018, il a pu être identifié grâce à la généalogie génétique. C'est toujours un mot qui me bug. Oui, il y a beaucoup de... Oui. Sauf que ce que les enquêteurs ont fait à ce moment-là, là, on se ramène en 2018, fait que c'est pas une technique qui est encore utilisée comme aujourd'hui. Ce que les enquêteurs ont fait, c'est qu'ils ont simplement versé l'ADN du suspect qu'ils avaient trouvé sur la scène de crime dans une de ces banques, là, une de ces plateformes généalogiques comme Ancestry, par exemple. Ils l'ont fait de façon anonyme, comme si c'était eux qui voulaient comme trouver leurs ancêtres. Mais c'était l'ADN du suspect, là. Ouais. Fait que ça, évidemment, quand ça a été le temps de présenter ça en cours... ouais, mais là, ça pop. Bref, on résout... Mais en cours, effectivement, tout avocat de la défense qui se respecte va faire comme objection. C'est ça, tu sais. Fait que là, on trouve des ancêtres, on remonte jusqu'à finalement le Golden State Killer, mais quand ça se transmet, ça arrive en cours, ça soulève des problèmes législatifs, des problèmes éthiques, tu sais. C'était pas encadré du tout. Donc, après ça, là, évidemment, ça s'est resserré. Hein. Il y a eu un resserrement parce qu'on ne pouvait pas laisser ça aller puis que les enquêteurs puissent utiliser ça de façon comme un peu n'importe comment. Oui. Mais c'est ça un peu l'innovation au début. Oui, absolument. Fait des essais-erreurs. Puis après, ça vaut la peine là, parce que c'est un individu pour lequel il faut qu'il y ait un arrêt d'agir là, immédiat. Oui, immédiat. C'est ça. Ces crimes remontaient, mais oui, il faut trouver qui a fait tous ces crimes-là, toute cette série de meurtres. Donc, c'est ça. Les plateformes se sont réglementées. Maintenant, quand par exemple, le laboratoire au Québec utilise seulement deux types de plateformes généalogiques où on demande vraiment le consentement. Tu sais, quand moi, par exemple, je veux verser mon ADN pour trouver faire mon arbre généalogique, je donne mon consentement à ce qu'il soit utilisé éventuellement pour des enquêtes policières. Il faut donner son consentement. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. C'est plus balisé là, qu'en 2018. Mais c'est grâce à ce cas-là que ça a vraiment changé les choses après. Oui. Puis au Québec, le premier cas résolu grâce à la généalogie génétique, c'est quand même en 2023. C'est celui dont on parlait tantôt, Sharon Pryor. Oui, absolument. C'est juste que Sharon Pryor a aussi utilisé patronyme les deux là-dedans. Ouais. Donc, tu sais, la généalogie génétique dans Sharon Pryor, en fait, j'ai parlé, moi, avec le service de police de l'agglomération de Longueuil. Puis, ce qu'on m'expliquait, c'est qu'il y a un enquêteur qui était dédié, lui, au cold case, puis qui regardait un peu qu'est-ce qui se faisait ailleurs. Juste si on revient, c'est qui Sharon Pryor? On en a un peu parlé au début. On en a parlé un peu, mais c'est ça, c'est une adolescente de 16 ans qui... a été porté disparu dans Pointe-Saint-Charles. Mm-hmm. Puis, son corps a été retrouvé comme plusieurs jours plus tard sur le territoire de Longueuil. Fait que c'est Longueuil qui a hérité de l'enquête. Parmi les éléments sur lesquels on a trouvé un profil génétique, il y a notamment un vieux T-shirt, j'en parlais en début, là, en amorce du balado, un vieux T-shirt qui appartient au tueur.
avec lequel les mains de Sharon avaient été possiblement attachées. Là. Donc, on a retrouvé cet élément de preuve-là, je ne savais pas, de l'ADN. Il y avait d'autres éléments aussi. Mais on peut se remettre, mettons, c'était un meurtre qui remonte à 1975. On n'était pas capable de faire des prélèvements sur un T-shirt. Comme je disais tantôt, avant, ça prenait une tache de sang, quasiment une cuillère de sang. Oui. Mais là, on est des années... Est-ce que c'est cet élément-là précis qui a popé dans la machine? Je ne sais pas. Vite de même, là, comme ça, là, on pourrait... Mais ce que je sais... c'est qu'il y a un enquêteur qui, lui, à un moment donné, tu te mets en mode solution quand tu es au cours de caisse. Il faut vraiment que tu apprennes à être débrouillard. Parce que, tu sais, les gens qui travaillent aux homicides, les enquêteurs qui travaillent aux homicides, ça va vite, là. Ça va très vite t'as parce un meurtre, puis là, tu commences à essayer de le travailler, puis là, il y en a un autre, puis là, l'autre équipe qui embarque, puis là, tu sais, c'est du roulement, là. Ça roule. Au cold case, au meurtre non résolu, ça nécessite de penser en dehors de la boîte, là, tu sais, pour... donc, vraiment, d'essayer de trouver d'être patient aussi, puis d'être motivé. J'ai demandé à Longueuil comment est-ce qu'ils en sont venus à utiliser ça, puis c'est vraiment en regardant qu'est-ce qui s'est fait ailleurs, ils se sont dit, et si on l'essayait? Tu sais, et si on l'essayait? Et ça a fonctionné, et ça les a amenés jusqu'en Virginie-Occidentale, où ils sont allés... Parce que c'est ça, comme on disait, le suspect habitait dans le coin de Montréal quand ça s'est passé en 1975. Il est mort à Verdun, mort à l'hôpital de Verdun en 1982. Mais sa famille avait rapatrié son corps pour l'enterrer. Parce que c'est un Américain. Parce que c'est un Américain. Fait que eux, dans le fond, c'est ça, ils font la généalogie génétique, mais là, ils ont comme un énorme arbre avec plein de branches, plein de suspects possibles dans ce dossier-là. Mais si on vient combiner avec patronyme, ce qui est arrivé, c'est que le laboratoire leur dit, nous, selon notre analyse, il faut que son nom de famille, ça soit Romain ou Romine. Puis là, ça part là banal, mais eux... Ça élimine énormément de branches à l'arbre. C'est pas commun tant que ça. Non. Fait que ça élimine énormément de branches à leur arbre généalogique, puis ça leur permet vraiment, après ça, de se concentrer, tu sais, de se concentrer puis de rassembler l'enquête à un endroit, une priorité. Fait que c'est comme ça qu'il a été coincé finalement. Oui, absolument. Puis lui, c'est deux de ses frères qui ont donné, qui étaient toujours vivants, qui ont accepté de donner l'ADN. Bien, ses frères ont permis pas mal de confirmer que c'était lui le suspect, mais après ça, on est allé exhumer son corps. Absolument, pour avoir être un match là, à 100%. 100%. Puis donc, les enquêteurs sont allés aux États-Unis faire cet exercice-là. Puis ensuite, la famille a pu avoir la paix. Enfin. Avoir la paix. Tu as parlé à des familles. Moi aussi, il y a des familles qui sont vraiment divisées. Moi, il y en a qui veulent qu'un meurtrier soit encore en vie. Mais tu sais, un meurtre qui remonte à 1975, là, c'est possible là, que le meurtrier soit mort. Puis, ça se peut aussi qu'on ne puisse pas aller devant les tribunaux parce que pour aller... Tu couvres des procès, Erika, là, dans ton quotidien, là, il faut qu'il y ait l'enquêteur de l'époque, idéalement, qui est encore en vie. Il faut qu'il y ait un pathologiste. Tu sais, la personne qui est allée comme prendre la petite tasse, là, puis qui l'a mis dans un sac scellé, là, il faut qu'elle soit encore là. Oui, c'est extrêmement difficile. Il faut tes témoins de l'époque. Si tout le monde est mort dans le dossier, il n'y a rien qu'on peut faire. C'est un peu ça qui est difficile avec les cold cases, là, c'est que là, on a des témoins. Les gens qui ont vu des choses sur la scène sont parfois décédés. Les enquêteurs, même chose, comme tu disais, sont décédés. Peut-être déménagés. Peut-être les enquêteurs sont même plus capables d'entrer en contact avec eux. Donc, c'est vraiment un véritable défi pour les enquêteurs d'enquêter ça. Sauf qu'il y a des familles, moi, qui me disent, évidemment, là, que c'est même pas par vengeance, là, mais je veux qu'il y ait un procès. Je veux que la personne paye. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est dans un procès criminel qu'on va comme révéler toute la preuve. Parce que parfois, les familles, on peut pas leur donner tous les détails. Donc, même eux, là, sont tenus pas à l'écart, mais c'est normal. Les enquêteurs protègent leur enquête. Ça, on en a entendu beaucoup parler. C'est difficile pour eux. C'est vraiment difficile. Puis les policiers, qu'on leur en parle, ils ont un peu les mains liées parce qu'il y a des familles qui vont être des années sans avoir de nouvelles des enquêteurs. Des familles qui ne savent même pas quel numéro composer pour parler à quelqu'un. Pour rappeler, Ils ne savent même pas quel corps de police s'occupe encore du dossier parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui ont été centralisés, rapatriés par la Sûreté du Québec, par exemple. Et ça, là, il y en a qui vivent de véritables, comme un désespoir. Là. C'est vraiment difficile pour ces familles-là. Quand on en parle aux policiers, ce qu'ils nous disent, c'est, tu sais, à la Sûreté du Québec, là, le policier Éric Bolduc qui me parle, il dit, moi, là, j'ai 840 ou 860 dossiers de meurtres non résolus.
j'ai 15 enquêteurs. 15. Est-ce qu'on va tous se séparer, ces 800 dossiers-là, puis qu'une fois par année, le 1er janvier, on va tous les appeler pour leur dire pas de nouvelles, malheureusement, pas de bonnes nouvelles. Là, c'est le contraire. De donner, c'est difficile, puis il faut qu'ils priorisent. Puis il ne faut pas non plus négliger le fait que les enquêteurs sortent de façon stratégique dans des dossiers parce que lorsqu'ils font des appels aux témoins, tu sais, des fois, ils vont faire des postes de commandement, ils vont amener un gros camion du corps de police, puis ils vont demander aux gens qui ont vu quelque chose de venir, ou ils vont offrir une récompense. Ça se voit souvent, là. Ils font pas ça à la légère, là, parce que ça suscite des appels. Mm-hmm. Ça fait en sorte que les gens appellent, ils donnent l'information, mais chaque information se doit d'être vérifiée. Ça doit être extrêmement long parce que des gens qui appellent, là, justement, quand ils sortent comme ça, des gens qui appellent, il y en a plein. Ils invitent les gens à appeler. Ben oui, c'est vraiment important. Chaque petite information peut mener. Parfois, c'est du travail, on pédale dans le beurre. Oui, mais c'est ça, dans notre dossier, on a rencontré quand même beaucoup de familles, de gens qui, c'est ça, des proches de victimes dont le meurtre n'a pas été résolu. Absolument. Il y a beaucoup d'espoir qui repose justement, on parle depuis tantôt des avancées technologiques, là. Il y a beaucoup d'espoir qui repose quand même sur ces avancées-là. C'est un peu l'angle qu'on voulait prendre parce qu'il y a ces avancées technologiques-là. On voit des meurtres de 1975, de 2008, de 2011, qui connaissent, comme on a des réponses, là, ou une partie là, des réponses, là, c'est selon s'il y a un processus judiciaire qui s'enclenche. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que ça va être moi? Est-ce que je vais avoir l'appel? L'appel, tu sais, le fameux coup de téléphone que tu espères et redoutes en même temps, là, parce que, tu sais, c'est quand même, ça te replonge. Erika, on a lancé beaucoup de perches dans ce dossier-là, puis on a eu des gens qui nous ont accueillis à bras ouverts. Là. Moi, les gens... Il y a beaucoup de gens qui veulent parler de leur proche qui a été tué parce que, justement, avec l'espoir que si on parle dans les médias, il y a peut-être quelqu'un qui se souvient de quelque chose de l'époque qui va parler. Mettre la pression sur la personne qui a fait ça, qu'il y ait des erreurs qui soient commises, que les policiers décident de s'y replonger. Ouais. Peut-être l'affaire, c'est qu'il y a peut-être des policiers en ce moment qui sont en train d'enquêter le meurtre de la sœur de quelqu'un, puis ils sont pas au courant, là. Mm-hmm. Parce qu'ils vont pas informer pour, évidemment, garder une mainmise sur leur enquête puis protéger l'enquête le plus possible. Mais il y a aussi des familles ça a été difficile, hein? Il y a des gens qui nous ont ghostés, en bon français. C'est normal en même temps, parce qu'imagine, tu sais, avoir un journaliste qui t'écrit pour reparler, genre, de ta sœur qui a été, je sais pas, tuée, c'est tellement 20-30 ans. Là. Dring, dring, téléphone sonne, t'es dans ton auto, tu reviens de travailler, puis... Je te replonge dans le plus gros trauma de ta vie, là. Mm-hmm. On le sait, qu'est-ce que c'est, mais en même temps, c'est notre travail. Puis il y a des gens qui, pour eux, cet appel-là est une lueur d'espoir pour eux. Puis c'est pour ça qu'on le fait, là. Mais ça misait beaucoup sur ça, tu sais, l'espoir des familles, qui s'en vient grâce aux avancées technologiques. Il y a des gens qui vérifient ça. Il y a un cas là, dont on pourra parler dans un autre épisode, là, qui est... le cas d'une femme qui a été tuée là, dans Ville-Saint-Laurent, puis des années plus tard, le SPVM est sorti, le service de police de Montréal, qui est sorti pour dire que ils ont un élément de preuve. Ils ont une tuque qu'ils ont retrouvée, une tuque qu'ils croient appartenir au meurtrier. Donc moi, évidemment, que la famille me dit... j'espère, tu sais. Ils font tous leurs espoirs là-dessus. Tous leurs espoirs sur ce petit morceau de tissu-là, là, cet accessoire-là. Puis ils espèrent, quand ils ont vu, comme toutes les avancées de la technologie, ils se sont dit, ben passez-la dans ma machine, la tuque, là, tu sais. Mm-hmm. Je ne sais pas trop comment... Mais c'est ça, fait que tu sais, dans la dernière année, on est bien impressionnés par le nombre de meurtres qui ont été résolus. Mais qu'est-ce qu'on s'est fait dire? Moi, je trouve ça fascinant. C'est quand même... le fun. C'est des bonnes nouvelles là, parce que les enquêteurs, ce qu'ils nous ont dit, puis les experts au laboratoire aussi, ce qu'ils nous ont dit, c'est si l'année 2025 a été une année record, là, et je mets des guillemets à record parce que c'en est une année record, mais c'est juste que le nombre de meurtres n'est pas le même que les meurtres là, couverts par les homicides, mais quand même, on n'a jamais autant solutionné de meurtre, de cold case en 2025. Mm-hmm. Ça, c'est une excellente nouvelle. Vraiment. Et vous n'avez rien vu encore. C'est ça qu'on s'est fait dire. Ouais. En ce moment, Erika, les policiers sont heureux de dire que des meurtriers
qui peuvent avoir peur. Moi, ce que je me suis fait dire, c'est seulement la pointe de l'iceberg de tout ce qui s'en vient. On parle de meurtre beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de dossiers, par exemple, d'autres crimes, agressions sexuelles, d'autres crimes graves là, comme ça, qui pourraient être résolus grâce aux avancées de la science. Absolument. Grâce au travail qui se fait en ce moment. Là. Ouais, donc ça, c'est vraiment comme... C'est vraiment impressionnant. Puis, on n'a aussi rien vu parce qu'il y a d'autres avancées. La science va continuer à s'améliorer. Puis, on va apprendre à peut-être d'autres techniques. Les policiers, là, les enquêteurs, là, évidemment, qui regardent ce qui se fait ailleurs. Là. Évidemment. Il y a beaucoup de gens qui sont tournés vers nous en ce moment, de par ce qu'on a fait. Ce qui est parce qu'on est quand même, le incroyable. laboratoire au Québec est quand même très innovant, il faut le dire. On est bien servi, là, sérieusement, là, vraiment. Oui. Par contre, on en parlait tantôt, il y a des témoins qui sont plus là. Il y a malheureusement des gens que le meurtre va jamais être solutionné. Puis c'est quand même un peu... c'est quand même criant de vérité ce qu'on m'a dit. Possiblement que 50% des meurtres non résolus vont jamais connaître on n'aura jamais la réponse parce qu'il y a trop de choses. Il y a des choses qu'on n'a plus, qu'on n'a pas. Mais si on n'a pas d'ADN aussi, justement, quand il n'y a pas d'ADN, difficile, c'est tellement compliqué. Là. C'est quand même beaucoup, 50%. C'est quand même beaucoup. Par contre, de ce 50%-là, ce sur quoi on espère, c'est que quelqu'un parle. Ouais. Moi, il y a des familles qui me le disent. Il y a quelqu'un qui sait quelque chose à quelque part. Il y a toujours quelqu'un qui sait. Souvent, quelqu'un qui sait quelque chose, à moins que la personne ait vécu avec ça, là, que ça la ronge. Puis la famille de Monique Gravel, c'est qui me disait, si la personne, j'espère qu'elle est rongée en dedans, là, tu sais. Est-ce qu'elle vit sa vie? Est-ce que c'est peut-être quelqu'un qu'on croise dans la rue? C'est peut-être un voisin, un père de famille, c'est peut-être quelqu'un qui fonctionne très bien dans la société, là, aujourd'hui, qui se promène puis qui a ce secret-là, tu sais. Ouais. C'est comme vraiment incroyable. Donc, tu sais, évidemment que ce nouveau... tout ça donne un espoir aux familles, puis on leur souhaite vraiment qu'ils puissent avoir des réponses à leurs questions. J'aimerais ça qu'on parle en terminant, puisque les policiers donnent peu d'informations, hein, comme on le dit, pour protéger. Puis moi, on a vraiment été... On a insisté pour me dire à quel point c'est important. C'est normal. Que parfois, il y a des choses qui... eux, ils font des tentatives, ils tentent des affaires. Il y a quelque chose que toi, tu connais, évidemment, mais que le public ne connaît peut-être pas. C'est un holdback. Le holdback, c'est une information que les enquêteurs ne révéleront jamais dans les médias parce qu'il y a seulement le meurtrier et ceux qui ont vu la scène qui sont au courant. Mm-hmm. Parfois, on ne saura jamais comment la personne a été tuée. Est-ce qu'elle a été étranglée? Est-ce qu'elle a été... Ben, tu sais, ils vont souvent le dire, poignardée, mais avec quoi? Parce qu'ils ont retrouvé un objet sur la scène qui pourrait être l'arme du crime. On ne révélera pas combien de coups de feu ont été tirés. C'est de l'information. Parce que c'est de l'information. Seulement la personne qui a commis le meurtre. Absolument. Donc, souvent, tu sais, la bonne technique de l'interrogatoire la personne peut... Fait que les familles, des fois, trouvent qu'ils n'ont pas beaucoup de réponses, qu'on comprend leurs sentiments. Pour mieux travailler qu'ils font ça, les c'est pour mieux travailler leur dossier. Mais ils vont se tourner parfois vers des enquêteurs privés. En quelque sorte, c'est très la mode en ce moment. La mode, c'est très populaire. Ils ont été médiatisés. Il y a eu des podcasts sur eux, des balados, des émissions de true crime. Évidemment que c'est populaire. Ces gens-là sont un peu comme un petit caillou dans le soulier d'un enquêteur traditionnel, quoique les enquêteurs apprennent à vivre avec eux. Mm-hmm. Mais pour avoir parlé à des familles qui ont eu recours à leur service, c'est qu'ils ont des réponses, ou à tout le moins, ils ont l'impression que quelqu'un les écoute. Quelqu'un essaie, quelqu'un les écoute. Des fois aussi, c'est juste de les écouter dans leur, de comment ça se passe, puis comment ils ont de la misère à rejoindre les enquêteurs. Ben, au moins, eux répondent des fois à leurs petites questions de base ça peut être vraiment... Parfois, ils ont fait la job des policiers, là. Ouais, il y a eu des cas, là. Raconte-nous. Ben, il y a eu un cas où meurtre et disparition irrésolue du Québec a donné de l'information. C'est un regroupement d'enquêteurs bénévoles. Oui, bénévoles, les enquêteurs privés, c'est ça, ils sont tous bénévoles. Ouais. Eux, ils ont donné de l'information à la police, au service de police de Montréal pour résoudre
ben dans le fond, eux, en espérant que le meurtre se résout. Puis après cette information-là, la police part et évidemment fait son enquête là, avec le petit morceau d'information qu'on leur a donné. Puis ils sont allés arrêter. En fait, c'est un témoin qui avait comme jamais été vraiment interrogé, puis finalement a été la clé c'est ça. de l'énigme. Et c'est ça. Fait que lui, la police part, fait son enquête, interroge le témoin, puis ils ont pu l'arrêter. Je suis super été arrêté. Là, évidemment, c'est encore en cours, mais il est accusé d'homicide involontaire là, pour un meurtre qui remontait à plusieurs années. Fait que ces enquêteurs-là, privés, puis tu sais, moi, j'ai parlé à Stéphane Luce, qui est comme qui chapeaute cet organisme-là, là, comme je disais, de meurtre et disparition irrésolue. Puis c'est un de leurs gros coups de filet. Ils sont super contents, là, ils se réjouissent de ça, évidemment. Est-ce que c'est eux qui ont retrouvé des voitures aussi? Ils ont retrouvé, dans le cas de disparition, c'est pas eux qui les ont retrouvés. Non, mais ils ont fait affaire avec un organisme. Il y a des plongeurs américains là, qui sont venus ici au Québec. Puis ce qu'on me disait, c'est que la police voulait pas vraiment donner d'informations à ces plongeurs-là. Donc, ils se sont tournés vers l'organisme de Stéphane Luce. Puis eux, ils ont donné ce qu'il y avait. Là, leurs enquêteurs, eux, quand ils enquêtent, ils se montent un dossier. Fait ils gardent tout ce qu'ils trouvent, toutes les preuves qu'ils peuvent trouver. Puis, ils ont donné de l'information aux plongeurs. Puis, ça a quand même permis de, justement, résoudre ils sont allés plonger dans je pense que c'était sur la rive nord, là, dans un lac ou une rivière, je suis plus trop sûre. Mais ils ont trouvé la voiture de quelqu'un qui était disparu. Puis, tu sais, de cette façon-là, c'est pas un meurtre, mais quand même. Non, mais ça permet à la famille de boucler la boucle. C'est ça, puis de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, bien sûr. Mm-hmm. C'est vrai que cette disparition-là a été résolue grâce aux enquêteurs privés, tu sais, en quelque sorte. Là. Puis, tu sais, ce qu'on me disait là, en terminant, c'est que c'est noble, puis on comprend les familles. Mm-hmm. On comprend les familles de se tourner vers ça. On veut juste pas, du côté des enquêteurs, que ces gens-là donnent des faux espoirs aux familles. Ou que ça nuise à l'enquête. Que ça nuise à l'enquête, évidemment. Là, ça, c'est le premier point, mais aussi qu'on donne de faux espoirs. Ceci dit, la personne qui t'a parlé, Stéphane Luce, c'est quelqu'un qui sait comment une famille peut se sentir. Oui, parce que lui-même, sa mère a été assassinée, je pense que c'est ça remonte aux années peut-être 1980, là, je ne vais pas me tromper. Donc, lui, il sait très bien comment c'est fait. Puis le meurtre de sa mère n'a jamais été résolu. Donc, il sait très bien comment que ces familles-là se sentent. Il peut vraiment apporter un soutien. Puis des fois, c'est les familles de proches de victimes se tournent vers lui. Il se tourne vers son organisme pour simplement avoir du soutien. Puis absolument. Lui, il est bien placé pour leur en donner. Oui, absolument. C'est vraiment fascinant, ces dossiers-là. Je suis contente d'avoir travaillé ça avec toi, Erika. Puis pour les gens qui en veulent plus, parce que, tu sais, on aurait pu faire une autre heure là-dessus, là. Mais pour les gens qui en veulent plus, il y a d'autres épisodes qui vont être disponibles. On va s'entretenir. On va parler de cas très précis sur lesquels on s'est penché. On va parler aussi avec des familles. Et il y a aussi tous les articles qui sont disponibles sur le site du Journal de Montréal. Pour en savoir plus sur les meurtres non résolus, d'autres épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et des articles de ce dossier sont à lire sur le site web du Journal de Montréal.